avant de se lancer dans le monde des séries de fonctions, on va bien défricher la question des suites de fonctions. Et donc, ça va être quoi une suite de fonctions? Nous, on va traiter des fonctions qui prennent en entrée une variable réelle ou éventuellement une variable complexe. Donc, dans tout le cours, hein, on va avoir D qui est un ensemble de K, un sous-ensemble de K, où K égale R ou C. Donc la variable soit réelle, soit complexe, et puis on a un sous-ensemble des fonctions qui sont définies sur D, par exemple l'intervalle de R. Ok, et donc cette partie sur la suite de fonctions, en fait, la partie est la suivante. On va se donner, on se donne une suite de fonctions. Alors ça, en fait, ça fait office de définition, hein, une suite de fonctions. C'est quoi une suite de fonctions? C'est-à-dire une famille Fn de fonctions. Donc pour chaque n, Fn est une fonction de D dans K. Donc c'est des fonctions de D à valeur dans le corps considéré, donc par exemple des fonctions d'un intervalle de R à valeur dans R. C'est-à-dire, pour chaque n fixé, Fn est une fonction de D dans K. C'est tout simplement ça. Hein. Et nous, notre but, ça va être de faire tendre n vers plus l'infini. Pensez aux séries de tout à l'heure. Donc, on va commencer par la définition et les exemples de ce que c'est que la convergence simple. Et la notion de convergence simple, elle porte bien son nom parce que c'est la convergence la plus simple à laquelle on puisse penser. Si je vous demande qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite de fonctions converge vers une fonction, ben, le plus simple à dire, c'est quoi? C'est... passons un instant, disons un instant au brouillon. Si je vous demande qu'est-ce que ça veut dire Fn tend vers F, donnez une définition d'une fonction, une suite de fonctions tend vers une autre fonction. Hein, imaginez que, je ferai un dessin après, le plus simple c'est de dire, bon bah, je vais fixer x0 appartenant à D. Dans ce cas-là, Fn de x0, pour x0 est fixé, il ne bouge plus, ça vaut 2 par exemple. Donc on regarde f1 de 2, f2 de 2, f3 de 2, etc. Fn de x0 pour chaque n. Donc ça, c'est une suite. x0 étant fixé, Fn de x0 c'est un réel pour chaque n, et donc j'ai une suite. Okay, et donc, naturellement, on peut se demander, pour parler de convergence, se demander si cette suite converge. Okay, cette suite converge-t-elle? Si elle converge, eh bien la limite, on pourra la noter f de x0. Hein, donc si pour chaque x0 qui nous intéresse, cet objet met une limite, eh bien cette limite, elle dépend de x0, a priori, et donc ça nous fait une nouvelle fonction. Et donc c'est là qu'on dira que Fn tend vers F au sens de la convergence simple. Donc allons-y pour la définition. Définition. Alors comment je vais écrire ça? On dit que Fn converge simplement alors ça, je vais toujours le noter, convergence simple ou converger simplement, je vais le noter CVS. Donc on dit que Fn converge simplement CVS sur D si pour donc pour tout x appartenant à D, Fn de x, la suite numérique, je vais insister peut-être dans l'écriture, la suite numérique
fn de x converge. Ok. Donc pour chaque x dans D, on a une suite numérique fn de x, et puis on se demande si cette suite converge. Si oui, eh bien, dans ce cas, notant f de x la limite, donc pour chaque x, fn de x a la même limite, cette limite dépend de x. Je note ça, f de x, ça me définit une fonction qui à chaque x associe la limite de cette suite numérique. Donc la limite, notant on a fait f de x la limite, on dit que fn converge simplement, donc fn cvs. On dit que la suite de fonctions fn cvs vers f sur d. Alors vous pouvez me dire, mais peut-être qu'il peut se passer un truc, c'est que éventuellement, peut-être que fn de x peut converger vers un f de x, mais aussi vers un g de x. Ça, heureusement, ça n'arrive pas parce que vous savez par les résultats que vous connaissez sur les suites qu'il y a unicité de la limite. Donc si fn de x tend vers f de x, ça ne peut pas tendre vers autre chose. Et donc du coup, l'objet f, il est défini de manière unique. Une suite de fonctions fn ne peut pas converger simplement vers deux fonctions différentes. Donc f est unique, est alors unique par unicité de la limite. F est alors unique par unicité de la limite. Ok. On va faire plusieurs exemples, et puis je vais aussi faire des dessins pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça veut dire que la convergence simple. On va commencer par un exemple qui va nous suivre à de nombreuses reprises parce qu'il est assez éclairant en fait. On va faire un exemple très simple. Donc, exemple. Et on va commencer par simplement fn de x égale x puissance n. Et ici, x appartient à 0, 1 et n appartient à 1. Alors développons une forme d'intuition graphique pour ça. Puisque c'est des fonctions, on peut les tracer. Alors, la première fonction ici, pour n égale 0, c'est une suite de fonctions, donc je peux tracer successivement f0, f1, f2, etc. La première fonction, pour n égale 0, c'est la fonction constante égale à 1, que voici. Donc ça, c'est simplement f0. Ensuite, f1, c'est la fonction qui a x associe x. On est sur 0, 1 ici, donc c'est cette fonction-là. Pas vraiment à l'échelle, hein, mais... Donc ça, c'est f1. Ok, je continue. Maintenant, je vais tracer f2. f2, c'est la fonction qui a x associe x carré, c'est cette fonction-là. Très bien, je continue. X au cube maintenant. X au cube, c'est une fonction qui est encore un peu plus écrasée. Hein. Plus la puissance est élevée, plus un nombre entre 0 et 1 est écrasé vers 0. Donc x au cube, ça va être un truc comme ça. A noter que cette fonction-là, elle vaut quand même toujours 1 en 1. Puisque 1 puissance n'importe quoi fait 1. Voilà, je continue, ça c'était F2 en rouge, F3, et puis vous voyez, si je trace F4, je vais avoir quelque chose qui est encore plus écrasé vers l'axe des abscisses, etc. Donc, qu'est-ce que c'était que regarder la convergence simple? La convergence simple, c'est dire, je fixe x0, alors par exemple, je vais fixer x0 ici, et je regarde la suite numérique fn de x0. Vous pouvez l'appeler un si vous voulez. Cette suite numérique, elle est définie comment? Eh bien, son premier terme, c'est f0 de x0, donc il suffit que je regarde ici, u0 vaut 1.
Puis ensuite, U1 vaut F1 de x0. Donc ça, ce serait, ici j'aurais donc U0, ici j'aurais U1, ici je vais avoir U2. Donc vous voyez, la suite numérique, je la lis en prenant x0 et puis en regardant les valeurs de la fonction x0 pour les différentes valeurs de n. Donc U1, U2, puis vous voyez ici je vais avoir U3, U4, etc. Et donc se demander la convergence de Fn de x0, c'est exactement se demander la convergence de cette suite UN. Et nous on doit le faire, hein, parce qu'on regarde une convergence simple de fonctions, une suite de fonctions, on doit le faire pour tout x0 du domaine qui nous intéresse, ici 0. Alors vous voyez ici par exemple pour le x0 que j'ai choisi, qu'on a envie de dire que le UN correspondant, Fn de x0, tend vers 0. On voit que U3, U4, UN se rapproche rapidement de 0. Et puis vous voyez que c'est assez vrai, c'est encore plus vrai d'une certaine manière pour les x qui sont par là. C'est encore vrai ici, mais c'est moins flagrant. Et puis il y a le cas de 1 qui est un peu particulier parce que en 1, chacune des fonctions vaut 1. Alors on va l'écrire proprement ça. Donc la difficulté sur les suites de fonctions, les suites et séries de fonctions, c'est qu'il y a beaucoup d'indices. Donc je suggère, au moins au début, de s'habituer à donner des noms clairs pour ce qui est fixé et ce qui bouge. Quand on fait de la convergence simple, on fixe un x0 dans l'ensemble D qui nous intéresse, et c'est n qu'on va faire tendre vers plus l'infini. Donc soit x0 appartenant à 0,1, et puis je vais regarder la suite fn de x0. Je vous rassure, ça ne va pas être très difficile dans ce cas-là. Hein. Fn de x0, c'est quand même une suite très simple. Ok, alors, si x0 est strictement inférieur à 1, bah, je suis en train de regarder x0 puissance n. Pensez bien, x0, vous voyez, il faut le voir comme un réel fixé, c'est le cas, il ne bouge plus, x0 ne bouge plus. x0, c'est un certain nombre entre 0 et 1, si je le prends strictement plus petit que 1, c'est un demi, c'est 3 quarts, bref, il est fixé strictement plus petit que 1. Et si x0 est strictement inférieur à 1, comme il est positif, vous savez que x0 puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Q puissance n tend vers 0 si Q étant en valeur absolue ou en module strictement inférieur. x0 puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok. Maintenant, il nous reste à traiter simplement le cas de x0 égale à 1. Si x0 égale 1, bah simplement fn de x0, ça vaut 1 puissance n égale 1, donc c'est la suite, en fait, fn de x0 est simplement la suite constante égale à 1, ce qu'on voyait bien graphiquement. Et donc ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc du coup, regardons l'objet limite qu'on a obtenu. Pour x0, pour x strictement plus petit que 1, j'ai 0, et pour x égale 1, j'ai 1. Donc la fonction limite, par définition de ce qu'on a appelé la fonction limite de la convergence simple, c'est la fonction qui vaut 0 partout sur l'intervalle qui nous intéresse, sauf en 1 où elle vaut 1. Donc fn, CVS sur 0,1 vers la fonction f qui a x associe 0 si x est strictement inférieur à 1 et 1 si x égale 1. Voilà, donc si je devais dessiner cette fonction, vous voyez que la fonction c'est simplement la fonction qui vaut 1 ici et qui vaut 0 partout ailleurs, sauf en 1. Okay. Donc voilà, ce vers quoi la suite de fonctions fn converge simplement. Et là, on a déjà, et c'est pour ça que cet exemple est important, on a déjà le phénomène suivant. Vous voyez que les fonctions que j'ai tracées, les fonctions fn, elles sont toutes continues. Ça se voit par la définition, ça se voit graphiquement. On peut difficilement faire plus continu que les fonctions fn, qui sont toutes polynomiales en fait. Mais la fonction f, elle, est manifestement discontinue. Donc vous voyez, simplement, c'est le cas de le dire, la convergence simple, donc seule la convergence simple ne permet pas, on a un contre-exemple devant nous, ne permet pas d'avoir la préservation de la propriété de continuité. Les fn ont beau être continus, pour chaque n, à la limite, la fonction obtenue à la limite, elle n'est pas continue. Okay, donc c'est très important ça. Changeons un tout petit peu cet exemple, on va prendre cette fois x appartenant à R+.
Donc dans ce cas-là, vous voyez que dès que x est strictement supérieur à 1, x puissance n n'admet pas de limite quand n tend vers plus l'infini. Pour x supérieur à 1, je devrais l'écrire x0 peut-être, il est fixé. Pour x0 strictement supérieur à 1, fn de x0 tend vers plus l'infini. Donc n'admet pas de limite. Et donc n'admet pas de limite. Alors pourquoi je vous fais cet exemple un petit peu stupide? C'est juste pour inciter sur le fait, et vous allez l'oublier, c'est assez classique, que quand vous parlez de convergence simple, pardon d'ailleurs ici c'est une suite de fonctions, donc ne pas oublier les parenthèses, hein, donc fn entre parenthèses, la suite de fonctions fn. Hein, si vous écrivez fn cvs, ça veut rien dire parce que fn c'est une fonction. Je ne sais pas qui est n, mais mettons que c'est un certain n que vous avez fixé auparavant, fn c'est une fonction. Donc dire qu'une fonction converge simplement, ça n'a pas de sens. Comme dire qu'un réel converge, ça n'a pas de sens. Par contre, quand vous mettez des parenthèses, vous indiquez que vous faites référence à la suite de fonctions fn, et là c'est bon. Mais là aussi, il manque encore quelque chose, c'est converge simplement sur quel intervalle. C'est pour ça que je vous fais cet exemple. Cette suite de fonctions, elle converge simplement sur 0,1. Mais si maintenant je me place sur R+, elle ne converge pas simplement, puisque fn de x0 n'admet pas de limite dès que x0 est strictement supérieur à 1. Donc fn ne CVS ne converge pas simplement sur R+. Donc j'insiste sur le fait qu'à chaque fois que vous parlez de convergence d'une suite de fonctions, vous devez dire sur quel intervalle vous placez. Sinon il manque quelque chose. Ok, faisons un autre exemple, à peine plus élaboré. Je vais prendre par exemple fn de x égale sinus nx sur racine de n. Et ici, je vais prendre x appartenant à R et n appartenant à n étoile, bien sûr. Ok, donc là, chose que j'aurais dû dire avant, en fait, étudier la convergence simple de fonctions, c'est pas plus difficile que étudier des limites de suite. Ça, il faut bien que vous l'ayez en tête. La difficulté, elle est juste cosmétique, au sens où vous avez deux variables n et x, et donc ça peut embrouiller un petit peu. Mais sinon, vous devez pour chaque x calculer la limite d'une suite. Donc c'est pas plus difficile que du calcul de limite de suite. Et encore une fois, pour bien le voir, fixez x0 et essayez de regarder si cette suite converge. Donc là, x vous embête, c'est pas grave. X c'est un paramètre qui est fixé, il vaut 2, il vaut 47, il vaut pi sur 9, mais il est fixé. Et il s'agit juste de regarder la limite de cette suite. Bon, là, on est face à une suite bornée fois une suite qui tend vers 0, donc ça tend vers 0. Une manière simple de l'établir, c'est pour x0 appartenant à R fixé, du coup, eh bien, sinus n x0 sur racine de n. Je majeure le sinus par 1 en valeur absolue, donc c'est plus petit que 1 sur racine de n. Et comme ça tend vers 0, bah ça aussi, ça tend vers 0. Donc j'obtiens quoi? Donc fn de x0 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini pour tout x0 appartenant à R. Donc si vous traciez le graphe successif des fonctions, pour chacun des x0, le graphe s'écrase vers 0, à x0 fixé, ça tend vers 0, et donc vous venez d'établir la convergence simple de cette suite de fonctions vers la fonction de nul sur R. Du coup, l'objet limite pour chaque x0, c'est f de x de 0 égale 0. Donc fn, cvs vers la fonction nulle sur R. Ok, dernier exemple. On va prendre fn de x égale 1 plus x sur n à la puissance n. Ici, x appartient à R et n appartient à n. Étoile. Ça, c'est un grand classique de calcul de limite sur les suites. Souvent, sur les calculs de limite pour les suites, vous utilisez des développements limités. En voilà un exemple. Le grand classique, c'est souvent 1 plus 1 sur n puissance n. Mais bon, x0, c'est qu'un brave paramètre, donc ça ne nous embête pas. Donc,
soit x0 appartenant à R fixé. Et je vais regarder la limite de cette suite 1 plus x0 sur n puissance n. Alors là, classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit sous forme exponentielle. Donc ça, c'est exponentielle n log de 1 plus x0 sur n. On se concentre sur ce qui se passe à l'intérieur. N log de 1 plus x0 sur n, vous pouvez en faire le développement limité, c'est égal à n facteur de... Ici, encore une fois, x0 est une brave constante, vous avez log de 1 plus u avec u qui tend vers 0. Donc, le développement limité de ça, c'est u plus petit o de u. Donc ici, vous obtenez 1 plus x0 sur n plus petit o de x0 sur n. Et donc ça fait simplement... pardon, c'est x0 sur n plus petit o de x0 sur n. Et donc ça, en multipliant par n, vous avez juste x0 plus... alors petit o de x0 sur n, c'est pareil que petit o de 1 sur n. Alors ça, c'est valable si x0 est différent de 0. Il faudra faire le cas x0 égale 0 à part, auquel cas, tout va bien. Hein. Ça, c'est 1 puissance n, ça fait tout le temps 1. Cas x0 égale 0 à part est facile. Pour que ce soit vraiment bien propre, si x0 est égal à 0, fn de x0 égale 1 tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Et si maintenant x0 appartient à R étoile, donc j'ai ça, et donc j'obtiens x0 plus petit o de 1. Je vous rappelle que petit o de 1, c'est une suite qui tend vers 0. Hein, puisque par définition, un égale petit o de vn, c'est le fait que un sur vn tend vers 0. Donc un égale petit o de 1, ça veut dire que un sur 1, je vais écrire là, un égale petit o de vn, si la suite vn ne s'annule pas, c'est un sur vn tend vers 0. Donc quand vous prenez vn égale à 1, dire que un c'est un petit o de 1, c'est dire que un sur 1 tend vers 0. C'est-à-dire que un tend vers 0. Donc ici, ça c'est une suite qui tend vers 0. Du coup, ce truc-là, attention, ce truc-là, ça cache du n, hein, ça dépend de n, c'est un petit o de 1. C'est une notation pour dire une suite qui tend vers 0. Donc en tout cas, ça tend vers x0 quand n tend vers plus l'infini. Ok. Et donc, finalement, ce qui est dans l'exponentielle tend vers x0, donc, par continuité de l'exponentielle, hein, si un tend vers L, exponentielle de un tend vers exponentielle de L par continuité de l'exponentielle, par continuité de x, 1 plus x0 sur n puissance n tend vers exponentielle x0. Et au passage, vous voyez que on l'a obtenu à part pour x0 différent de 0, et pour x0 égale 0, on a aussi ce résultat-là, puisque exponentielle de 0, ça fait 1. Et donc finalement, pour chaque x0 appartenant à R, 1 plus x sur n puissance n tend vers exponentielle de x. Donc, on vient de démontrer que cette suite de fonctions converge vers la fonction exponentielle. Converge simplement. Donc fn cvs vers la fonction exponentielle sur R. Voilà le dernier exemple. Ok. Alors, comme je le disais, on hérite, comme c'est simplement de la limite de suite, on hérite des propriétés qu'on connaît sur les suites. Et notamment, si un plus vn tend vers L, si un tend vers L, vn tend vers L', alors un plus vn tend vers L plus L'. Donc, pour les suites de fonctions, ça va être pareil. Je ne vais même pas le démontrer, je vais juste l'énoncer en proposition. Si j'ai fn qui cvs vers f sur d, gn qui cvs vers g sur d, donc, si j'ai ça, alors automatiquement j'ai la convergence simple, alors fn plus gn, la suite de fonctions fn plus gn cvs vers f plus g sur d. Tout ça, c'est simplement les propriétés des suites, hein, puisque, encore une fois, demander de la convergence simple, c'est regarder si fn plus gn de x admet une limite. Mais oui, ça tend vers fn de x plus gn de x par propriété sur les suites. Je ne vais pas le démontrer. Ça, c'est le premier point. Lambda fn cvs vers lambda f sur d.
Ça c'est pour tout lambda élément du corps considéré. Donc, pour tout scalaire. Ok. On finit avec deux autres éléments, le produit Fn Gn CVS vers Fg sur D. Et enfin, si G est différent de 0 sur D, alors, si G, je devrais dire ne s'annule pas sur D, eh bien, Fn sur Gn, CVS vers F sur G sur l'ensemble D. Voilà. Vous avez des propriétés un peu classiques qui découlent directement des propriétés sur les suites. Ok. Maintenant, on va parler de quelque chose d'un peu plus abstrait, mais qui est absolument fondamental pour comprendre la convergence simple, et notamment les défauts qu'il peut y avoir à la convergence simple. Hein. On a commencé à en voir un, on va en voir d'autres, à savoir que même si les Fn sont continus, rien ne dit juste avec la convergence simple que la limite va être continue. On a vu un contre-exemple avec x puissance n. Alors passons au moment pour écrire ce que ça veut dire avec des epsilon, le fait que Fn CVS vers F. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Fn CVS vers F sur D? On va le faire en plusieurs temps. Ça veut dire que, par définition, hein, pour tout x appartenant à D, Fn de x, la suite numérique Fn de x tend vers F de x quand n tend vers plus l'infini. Ok, maintenant je vais quantifier ça. Hein. J'ai un qui tend vers n, je vais l'écrire avec des epsilon. Donc ça c'est encore équivalent au fait que pour tout x appartenant à D, pour tout epsilon strictement positif, alors dire qu'une un tend vers L, ça veut dire que quel que soit le epsilon que je me donne, il existe un rang à partir duquel la suite est à epsilon plus epsilon de L. Mais ici, je vais insister sur le fait que le n0, bien sûr, hein, vous êtes habitué à ça sur les suites, il dépend de epsilon. Plus epsilon est petit, plus a priori vous devez attendre longtemps pour que vous soyez proche de L à epsilon. Okay. Donc il existe un rang grand N qui dépend de epsilon. Mais vous voyez qu'il va aussi dépendre de x a priori. Pour chaque x, il n'y a aucune raison, hein, puisque vous voyez le Fn de x tend vers F de x vient après pour tout x appartenant à D. Le n epsilon va aussi dépendre de x. Alors, vous pouvez écrire, il existe grand N. Hein. Le epsilon virgule x, c'est juste pour insister sur le fait que n dépend a priori du epsilon, mais aussi du x. Okay. Selon le x qui nous intéresse, bah, il ne faut peut-être pas attendre le même temps pour qu'on soit à au plus epsilon de f de x, que fn de x soit au plus epsilon de f de x. Okay. Il existe epsilon, n epsilon appartenant à n, tel que pour tout n, maintenant j'écris juste la fin, eh bien j'ai fn de x, donc un moins l plus petit que epsilon, ici c'est fn de x moins f de x, plus petit que epsilon, strictement plus petit que epsilon. Ok. Donc ça, j'insiste bien là-dessus, le fait que ce n dépende de epsilon et de x, c'est-à-dire qu'il vient après le pour tout x appartenant à D, qui dépend de epsilon, hein, c'est normal, hein, c'est une suite numérique qui converge, on n'y peut rien. Et qui dépend de x, ça c'est parce que le pour tout x est avant, et ça c'est très important, ça veut dire que quand on regarde la convergence simple, on regarde x par x, donc on s'en fiche complètement que éventuellement il y ait une convergence qui soit peut-être beaucoup plus rapide pour un certain x que pour un autre. Hein, donc, la convergence de Fn de x vers f de x, alors plutôt dépend de x. Alors c'est peut-être une évidence, je vais dire la CVS, je vais plutôt dire la vitesse, je vais l'écrire comme ça, la vitesse de convergence
de fn de x vers f de x dépend de x. C'est une évidence. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et donc, la notion de convergence simple, comme elle s'intéresse à chaque x indépendamment, et ben voilà, ça implique que faut peut-être, au niveau de la définition, il faut peut-être attendre de manière très différente selon les x qui nous sont donnés. Et en fait, ce qui est absolument incroyable, c'est que, peut-être j'exagère, mais ce qui est absolument fondamental, et on va le voir après, c'est que si par chance on pouvait démontrer une convergence plus forte, on va voir tout à l'heure, si en fait on pouvait démontrer qu'on peut mettre le pour tout x appartenant à D après le il existe n, auquel cas le il existe n ne dépendra plus de x. Alors, on a une notion de convergence plus forte, on va y venir, ça s'appelle la convergence uniforme. Et ça, c'est une notion de convergence. Donc, c'est une notion de convergence où on demande à ce que la convergence de fn de x vers f de x, la vitesse de convergence de fn de x vers f de x, ne soit, peut être contrôlée par quelque chose qui ne dépend pas de x. Okay, donc, c'est très très important, hein, ce changement-là. Il peut paraître anodin, mais vous avez dû voir un petit peu dans les premiers cours d'analyse que échanger des pour tout et il existe, ça donne des résultats totalement différents. C'est pas du tout la même propriété. Et ce changement anodin va mener à une notion de convergence plus forte qui, elle, va être la bonne notion de convergence, c'est-à-dire que sous cette notion de convergence, on va voir que, par exemple, si les fn sont continues, alors f est forcément continu, ce qui est faux avec seulement la convergence simple. Et pour justifier plus avant l'importance d'une notion de convergence plus forte que la convergence simple, on va voir d'autres situations où la convergence simple est foireuse. Ce que j'entends par là, c'est, on a vu que si les fn sont continues et que fn converge simplement vers f sur d, alors f n'est pas forcément continu sur d. Mais on va voir qu'il y a d'autres propriétés qui ne sont pas vérifiées, par exemple des propriétés de dérivabilité ou d'intégrabilité. Je vais faire quelques contre-exemples successifs pour que vous voyez un petit peu les problèmes qui peuvent se poser, ce qui motivera encore plus l'intérêt de la convergence, de la notion de convergence uniforme.